Bonjour à tous, l'actualité continue de dégouliner de partout en même temps et je sais plus trop où donner de la tête. Donc avant tout, le plus important, il y a un concours de tennis, Roland Garros ou je ne sais quoi. Donc bonne nouvelle, tous les exilés fiscaux de l'équipe de France ont perdu, Kinder Bueno y compris, ça c'est fait. Et la finale de ce truc va se jouer entre je ne sais qui et je m'en tape. Et j'espère de toutes mes forces qu'ils vont perdre tous les deux, même si je sais malheureusement que c'est impossible. Pareil pour l'Euro 2012, pour la compétition de prostitution attenante autour des stades, pour les Jeux Olympiques et autres carnavals de droïdes semi-transgéniques, c'est pareil. Je soutiens la grêle, la neige, la pluie de grenouilles, la pluie de sauterelles, tout ce qui permettrait d'annuler toutes ces stupidités sans blesser les pauvres gens, les malheureux qui ont la bêtise de payer et de se déplacer pour aller voir des choses pareilles. J'espère. Sinon, j'espère que dans toutes ces disciplines, toutes les équipes perdront haut la main, toutes, absolument toutes, partout dans le monde et à jamais dans toutes les compétitions imaginables, dans tous ces sports d'hypnose massive, en espérant qu'un jour les effets de ce GHB mondiaux diffusés se dissipent un peu et que les peuples du monde entier se rendent compte où ils ont vraiment mal et ce qui est important ou pas quand on a l'âge adulte et qu'on n'est pas non plus un enfant. Enfin bon, passons. Il y aura des Jeux Olympiques là dans pas longtemps. Rappelons-nous bien le dernier coup d'éclat de la Grèce à qui on reproche d'avoir dépensé. Et si on reprochait à tous nos pays d'organiser ces pharaoniques sottises là de compétitions stupides, sachant que ça coûte des millions et des millions pour construire des stades à la con, ils sont bien avec leurs stades en Grèce maintenant, avec leurs infrastructures des Jeux Olympiques. C'est pareil en Afrique du Sud, ils sont très très bien. Et vous allez me dire en plus que dans toutes ces conneries, il y a une espèce de respiration économique pour les gens. Non mais arrêtez de vous moquer. Lors de la Coupe du Monde, je sais plus ce que c'était, les Jeux Olympiques ou j'en sais rien, vous voyez comme ça m'intéresse, qui s'est passé en Afrique du Sud. Eh bien là par contre il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est le fait que les gens qui étaient nés en Afrique du Sud là, n'avaient pas le droit d'utiliser le mot Coupe du Monde en Afrique du Sud parce qu'ils étaient poursuivis par la FIFA ou je ne sais pas quel organisme de gangsters du spectacle qui venait donc faire fermer les échoppes qui avaient le toupet de porter le nom de la compétition qui se déroulait dans leur pays. Même le terme South Africa 2008, il me semble qu'ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Je ne sais même pas si c'était 2008 ou 2010, c'est vous dire comme ça m'intéresse. En tout cas, revenons à nos bons vieux moutons avec l'actualité franco-française. Après tout ça, j'espère qu'on pourra parler de choses sérieuses, mais bon, on remarque que nos médias perpétuent ces schémas narratifs bien basiques dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déploré en votre compagnie à maintes reprises et qui vraiment semblent le prisme principal par lequel nous sont représentés, nous sont présentés et donnés à voir les événements médiatiques majeurs. Enfin, quand je dis événements médiatiques majeurs, j'entends événements auxquels les médias entendent donner un retentissement majeur, avec plus ou moins de succès selon les tentatives. Et comme encore une fois, l'actualité semble tenter d'appuyer encore et toujours le média mensonge récurrent et laborieux d'un antisémitisme massif en France, et que là, bien entendu, cela discréditerait toute velléité d'opposition à Israël pour toujours. En somme, ça va servir bien entendu à dire que les antisionistes et les antisémites sont une seule et même créature. Donc, on est encore obligé de faire un petit détour par toutes ces histoires. Donc déjà, l'autre jour, je zappe BFM TV, iTélé, donc coucou les Mongoliens, la crise c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, c'est de l'info sérieuse avant la pub, mettez votre or dans une enveloppe et Or Pustule vous le paiera 20% de sa valeur, avec si vous répondez très vite, en cadeau, une bouteille de 2 litres de whisky pour vous pochetronner avec votre chapeau de cas social. Bref, je zappe les chaînes info mainstream, histoire de glaner quelques perles de néant à vous et à me mettre sous la dent, histoire aussi de sortir des histoires de dieux d'eau, etc. Est-ce que 3000 nazis ont voyagé à travers le temps pour remplir le palais des congrès à Lyon? Est-ce que tout le monde est nazi sur la Terre? Vous, moi, les enfants, les chiens, les chats, les tables basses, quand on s'y cogne un orteil, etc. Ou est-ce que c'est un peu abusé toutes ces histoires? Bon, forcément, comme d'habitude, bim, dépêche. 10 personnes avec des marteaux et des barres de fer ont lynché 3 personnes juives à Villeurbanne, région lyonnaise. Passons sur
sur le regret naïf de n'avoir plus l'espoir d'entendre un jour parler d'abord d'agressions xénophobes sur des citoyens français pour ensuite avoir des précisions, bon, passons ça. Franchement, soit je suis bloqué sur un principe à la con, soit tout le monde s'est habitué lentement sans s'en rendre compte. Mais à chaque fois, moi, ça me fait bizarre. Ce genre de banderole absolument ethnocentrée et les condamnations précises de l'antisémitisme qui ne sont jamais étendues par principe aux autres formes de xénophobie, car il faut vraiment, vraiment dire, l'antisémitisme est quelque chose non seulement de radicalement différent de la xénophobie, mais en plus quelque chose de plus grave. Donc on est en train de nous dire, nous tous, êtres humains, nous sommes égaux, nous n'avons pas le droit d'entendre dire que nous sommes des sales noirs, des sales arabes, des sales blancs, à la limite des sales pédés, des sales tout ce que vous voulez, parce que c'est grave, et tout ça c'est la même chose, et ça s'appelle la xénophobie, nous sommes égaux devant cette injustice. Eh bien, on est en train de nous dire, par contre, si on a un copain juif qui est dans le groupe, et lui aussi on l'insulte pour ce qu'il est ou ce qu'il est censé être, donc dans l'esprit de la personne qui l'insulte, eh bien, quant à lui, on lui dit sale juif, ce n'est plus de la xénophobie anti-juive ou judéophobe, comme on nous explique que il y a de l'islamophobie, de la négrophobie et de la, je sais pas comment ça s'appelle, leucophobie, qui constitue la xénophobie. Ce sont des branches d'un même arbre, mais là, l'antisémitisme, c'est un autre arbre. On refuse de l'appeler xénophobie judéophobe, on veut considérer que c'est un concept plus grave et que, quelque part, nous sommes tous égaux devant le racisme, sauf les juifs, ou quelque part, il s'agit de quelque chose de radicalement différent. Donc si on est en train d'essayer de nous dire que les juifs sont une communauté radicalement différente du reste de l'humanité qui est égale entre elles, il faut quand même qu'on se demande où sont les antisémites, au fond, puisque la majeure partie des gens qui souhaitent s'exprimer librement eh bien, considèrent que la judéophobie, et peut-être pas l'antisémitisme, puisqu'il paraît que pour des raisons étymologiques, les sémites ne seraient pas seulement les juifs, mais l'ensemble des gens qui peupleraient à peu près cette région. Excusez-moi, hein, je ne me suis pas extrêmement renseigné là-dessus, mais on nous dit que l'antisémitisme, c'est plus grave. Bon, tout le reste s'appelle, vous remarquez bien, ça c'est intéressant, l'islamophobie, donc ça veut dire le fait d'avoir peur de l'islam, c'est-à-dire que dire du mal de l'islam, déjà dans le terme qu'on a choisi pour parler de la haine de l'islam, on n'a pas le terme d'anti-islamisme ou d'anti-musulmanisme ou quelque chose comme ça, on n'a pas ça, on a déjà l'islamophobie qui veut dire avoir peur de l'islam, donc on a déjà l'excuse aux propos insultants tenus contre les musulmans par exemple, qui est inclus dans le terme qu'on utilise pour parler de ça. C'est-à-dire que quand Guéant dit notre civilisation des strings pour enfants, je suis désolé, j'adore l'image, vaut mieux définitivement que l'ensemble de la civilisation musulmane, même s'il n'a pas cité la civilisation musulmane, enfin, sauf si vous êtes con ou de mauvaise foi, vous avez compris de quoi on parlait, mais là, on disait qu'il avait des citations islamophobes. Donc, on disait, le pauvre Guéant, il a peur des musulmans et ça lui fait perdre la boule. Enfin, c'est pareil, quand on vous parle de négrophobie, on ne vous dit pas seulement que la personne déteste les Noirs, on vous dit surtout, au sens étymologique, qu'il a peur des Noirs et que c'est ça qui lui fait dire n'importe quoi. Si vous voulez, quand Morano attrape un Noir dans la rue et lui dit « Eh bien alors, rentrez chez vous, rentrez chez vous !» Eh bien, ce n'est pas parce qu'elle est anti-noire, c'est parce qu'elle a peur des Noirs, d'après l'étymologie du terme utilisé pour qualifier ces éructations. Alors que dans le terme d'antisémitisme, qu'on a préféré au terme de judéophobie, même s'il est beaucoup moins précis, puisque judéophobie, ça voudrait dire la même chose, eh bien, on n'a pas voulu dire que les gens avaient peur des Juifs, on a voulu tout de suite utiliser un terme qui permettait de dire qu'ils détestaient, qu'ils étaient contre. Enfin, j'anticipe d'abord les commentaires qui m'indiquent que cette agression est forcément simulée, puisqu'il y a eu des précédents, que vous ayez tort ou raison, quand un événement est raconté à une opinion publique qui la tient pour vraie, car elle n'est pas habituée à se poser des questions à propos de la véracité ou non de ce qui lui est rapporté, eh ben, il me semble qu'il est plus intéressant d'analyser, détricoter le sens que l'on cherche à donner à un événement qui est toujours la recherche d'un but idéologique, politique précis, plutôt que de s'acharner à prouver une manipulation possible. Rendons-nous à l'évidence. Un événement dans les journaux devient une donnée réelle pour les gens qui sont mal informés. Même si l'événement n'a pas eu lieu, parler à ces gens nécessite, pour déjouer une manigance médiatique, de s'appuyer peut-être sur l'événement tenu pour vrai, pour mieux en contrecarrer les conclusions obligatoires. Oui, ok, admettons donc pour l'acte antisémite, et ne perdons pas de temps
temps à essayer de savoir s'il a eu lieu ou non. Et disons plutôt aux gens à qui nous parlons, si ça a eu lieu, voilà ce que ça veut dire et voilà ce que ça ne veut pas dire. C'est-à-dire, tenons l'acte pour vrai parce que c'est plus vite fait pour réfléchir et concentrons-nous sur la conclusion qui veut, bien entendu, que les antisionistes soient responsables de ça. Enfin, déjà, moi, juste entre parenthèses, je tiens à faire noter que dans agression antisémite au marteau, le plus dangereux, selon moi, ce n'est pas antisémite, c'est bel et bien marteau. Qu'est-ce qu'un marteau? Si vous en avez un, sous-pesez un peu le manche, voyez le rapport de poids avec la tête du dit marteau, et imaginez-vous un peu avec la force centrifuge ou centripède, excusez-moi si c'est pas le terme exact, figurez-vous que je suis ni physicien ni aérodynamiste, donc figurez-vous juste la violence d'un choc avec ça dans la tête. Donc c'est un scoop. Moi j'étais convaincu qu'un marteau c'était vraiment très contondant. Déjà un tabassage au sol avec des coups de pompe dans la face, c'est bien violent comme il faut, traumatisant à souhait et c'est une semaine d'ITT minimum. J'ai connu un gars il y a 10 ans, il est tombé sur un type qui tenait un manège ou peu importe, qui pour des raisons X ou Y l'a éclaté tout seul avec une barre à mine. Ça lui a bien pris 2 semaines à la victime, le temps que la bouillie qui lui servait de bouille se dégonfle. Le brave gars il se sentait pas du tout de prendre sa voiture et d'aller travailler pendant 3 semaines. Juste le temps que ses arcades recouvraient ses yeux, il s'est abstenu d'aller bosser. Donc franchement, je crois pas qu'il faisait la chochotte à ce moment-là, pour le coup. Donc vraiment, si la version donnée est l'exacte vérité, très sincèrement, je suis content que les victimes n'aient pas été plus grièvement blessées. Sorties de l'hôpital très vite, tant mieux, avec 5 jours d'ITT, avec 10 agresseurs, barres de fer et marteau, il y aurait vraiment pu avoir des morts, et franchement, même athée, j'ai envie de dire Dieu merci. Des gens pas blessés, pas morts, c'est déjà ça de prix pour moi. Donc, après avoir fait part de mon étonnement face au rapport entre le nombre d'agresseurs armés et le nombre de jours d'ITT, j'en reviens donc au postulat que tout ça peut quand même, à la base, être un événement réel. Tout comme je refusais en fait aux défenseurs de DSK le droit de présumer par principe de la malhonnêteté de Nafissatou Diallo, tout comme je refuserais qu'on me traite de menteur si on me laissait dans une flaque de sang et que je porte plainte, je peux pas par principe décréter que cette agression n'a pas eu lieu, puisque je la pense possible, tant une poignée non représentative, il est vrai, de brutes attardés me semble être une composante tristement indéniable de chaque groupe humain que vous trouverez sur la Terre. Il y a toujours un connard, une brute ou un assassin dans le tas. Donc, que des juifs puissent être agressés parce que juifs, ça me semble indéniable et dans ce cas aussi crédible. Tout comme le fait que des non-juifs sont aussi susceptibles d'être agressés par tout un tas de gens ou de milices ethno-communautaires, si tant est qu'elles existent, bien entendu. Donc, encore une fois, il y a quelque chose d'infra-humain, on est d'accord, à agresser son semblable à plusieurs, à jeter des vigiles dans l'eau, à foutre le feu à des homos, à torturer un jeune pour réclamer une rançon, à tabasser des personnes âgées pour leurs théories controversées. C'est clair, dans l'humanité, je l'ai bien dit, chaque communauté, chaque couleur de peau, chaque appartenance religieuse se subdivise en plusieurs groupes d'intelligence variable dont on doit bien constater qu'il y a un inévitable groupe de crétins dans chacun de ces groupes humains que ce groupe humain doit tenter de contenir et d'empêcher de nuire de toute la force de son intelligence et de son cœur d'être humain. Donc, rien ne me permet de mettre en doute définitivement le récit des victimes, si tant est que les médias les aient rapportés fidèlement, sans tentative d'exagération, sans qu'on leur ait suggéré une instrumentalisation scoopesque. Je note juste que si une dizaine de débiles mentaux souhaitent m'attaquer à la barre de fer pour des raisons dont les brutes ont toujours le secret, j'espère avoir moi aussi la chance de ne pas mourir sur place, de ne pas finir paralysé ou défiguré ou quoi que ce soit. Je fais rien de plus et je dis juste que sur BFM, qui titrait la veille sur une dizaine d'agresseurs, on pouvait voir le lendemain qu'il y avait 2 gardés à vue et un fugitif. Donc là, soit 2 plus 1 font 10 et je ne sais plus quoi dire et j'arrête de parler, soit il y a 7 personnes que la police a décidé de ne pas rechercher, ce qui explique qu'il n'y ait qu'un seul fugitif en plus des 2 gardés à vue, mais il faudra alors m'expliquer 2 plus 1 moins 10, il me semble que ça fait 7, pourquoi, expliquez-moi posément, pourquoi ces 7 personnes seraient autorisées à tabasser des gens sans être recherchées par la police. Ou bien, les médias auraient un peu gonflé l'affaire et le nombre d'agresseurs avoisinerait les 3-4 personnes au départ pour atterrir à 10 une fois sur BFM et
RMI Télé, ce qui représenterait donc un gonflement volontaire mensonger de 330% du nombre de lyncheurs antisémites. Et bien sûr, un rétrécissement inversement proportionnel de la crédibilité ou de la compétence des 10 médias. Attends, ça fait comment ça moins 330% de que dalle. Ça fait pas grand-chose, on est d'accord. Enfin, je l'ai dit aussi pour Nafissatou Diallo, le fait qu'elle ait menti elle-même plusieurs fois n'indique pas qu'elle ment pour toujours et qu'elle mentait à ce moment-là et qu'elle ne doit plus jamais être crue quand elle porte plainte. À plus forte raison, ce raisonnement m'amène à affirmer que le rappel de 3 cas d'agression antisémite simulée ne peut pas nous conduire à la conclusion que la 4e est forcément simulée également et que toute agression antisémite sera factice dans le futur. Car enfin, pour Nafissatou, elle peut avoir menti, comme je l'ai dit 3 fois, et être victime la 4e, comme le garçon qui criait au loup, qui était mythomane 3 fois et qui était mangé la 4e. Eh bien, dans le cas que nous évoquons, on n'est même pas dans ce cas-là, puisque ce ne sont pas les victimes qui ont menti et qui ont été convaincues d'avoir menti, mais ce sont d'autres personnes. Donc, soit selon vous, selon nous, les gens sont collectivement responsables des mensonges de quelques-uns au motif qu'ils appartiennent à la même communauté, et ça ne sert absolument plus à rien de raisonner et de discuter ensemble, soit les gens sont des individus présumés honnêtes et responsables. Donc oui, je sais, la femme du métro s'était fait des croix gammées elle-même sur le visage, mais c'est pas parce qu'elle, c'est une pauvre folle qui déclare avoir été agressée que par principe tous les autres seront des menteurs. En revanche, il est dommage que son acte n'ait pas donné lieu à des condamnations plus fermes dans la presse et de la part des hommes politiques qui sautent sur ce genre d'affaires pour dire « vous voyez, hein, vous voyez ». Donc on peut garder ça à l'esprit, mais pas en faire la preuve de quoi que ce soit. Si bien sûr des éléments se rapportant à cette affaire doivent apparaître, vous m'en faites part, vous en faites part aux gens qu'il faut et on verra ce qui sera temps d'en penser à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est absolument pas une mise en question de ce qui s'est vraiment passé que je viens faire. C'est comme d'habitude, c'est sur l'utilisation qui est encore une fois faite d'un événement violent et sur le sens que des milieux autorisés assez restreints cherchent à donner à des événements tels que ceux-ci. Voyons donc un peu ce qu'il en fut dit, notamment sur le site du Nouvel Obs qui rapporte les déclarations de M. Alain Jakubowicz, président de la LICRA et avocat lyonnais. On est au XXIe siècle et on a des jeunes qui sont agressés à un coup de barre de fer et de marteau parce qu'ils portent une kippa. Vrai, aucun problème, je suis d'accord. Pareil pour un voile, un kéfier, une barbe islamique, un pantalon slim, une mini-jupe, un abat-jour sur la tête, aucun problème, même sans rien. Le simple fait d'être agressé à coup de barre de fer tout court, ça me semble étonnant au XXIe siècle et en France. Fermez la parenthèse. Évoquant le fait que les agresseurs semblent être d'origine maghrébine, a priori c'est donc fondamental de dire ça, il a appelé à se méfier du délit de faciès, alors que l'enquête reste en cours. Voilà, un petit coup de gel hydroalcoolique, frotte bien les mains, devant, dessus, entre les doigts. Je l'ai dit mais je l'ai pas dit, donc voilà. Avocat lyonnais, monsieur a priori s'y connaît bien en quenelle, je l'ai dit mais je l'ai pas dit, prends ça dans ta tête. Tout en évoquant les tensions entre communautés arabes et juives autour du conflit israélo-palestinien avec l'identification du juif aux sionistes. Alors voilà la phrase intéressante, parce que le reste hein, c'est du Goldnadel-like sur l'affaire Mera, Goldorak qui à la minute 3 de la tuerie de Toulouse pointait les musulmans et la Palestine et les antisionistes, le tout dans un sac bien mélangé avec une croix gammée dessus, mais il refusait toute instrumentalisation, il le disait dans la même phrase. Mais enfin, je lis que Jakubowicz dénonce l'identification du juif aux sionistes. À la bonne heure, c'est exactement ce que un tas de gens se fendent le crâne à expliquer en long, en large et en travers. Les juifs ne sont pas tous sionistes puisque le judaïsme est d'une ascendance que la naissance nous confère automatiquement et dont on ne décide pas. Quand le sionisme est une idée politique à laquelle on adhère ou pas. Content d'entendre donc cette évidence rappelée par un membre du CRIF. Alors, avant d'oublier, faxez s'il vous plaît cette pensée lumineuse à tous les intervenants pro-sionistes qui tordent leur pauvre cerveau malade pour nous expliquer que si on fait abstraction des juifs non sionistes et anti-sionistes, on les envoie dériver dans l'espace, alors là on peut prouver par A plus B que tous les juifs du monde sont sionistes. C'est QFD. Donc faxez-leur bien que vous pensez que l'identification du juif au sioniste est inexacte ou dangereuse. Donc je note par là une déduction logique. Monsieur Jakubowicz a presque dit ce qu'on essaye tous de dire, ce qu'un tas d'observateurs honnêtes se tordent les nerfs à dire et répéter, à savoir qu'antisémitisme et antisionisme sont deux notions différentes, puisqu'il admet comme nous que les juifs ne doivent pas être identifiés aux sionistes. L'objet donc de l'opposition n'étant pas le même, l'un étant racial dans le cas de l'antisémitisme et l'autre géopolitique dans le cas de l'antisionisme ou idéologique, on ne parle pas de
la même chose. Merci beaucoup, monsieur Jakubowicz, d'illustrer notre propos avec, bien sûr, toute l'autorité dont peuvent certainement se parer vos déclarations. Donc voilà, une bonne chose de dite par monsieur Jakubowicz, qui a le droit de dire un juif n'est pas forcément un sioniste sans être traité d'antisémite. J'envie ce monsieur. Une fois n'étant malheureusement pas coutume, on sera certainement pas d'accord souvent, je suppose. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, je le note et j'en ferai bon usage. Et tiens, puisque je l'ai sous la main, je pose la question à monsieur le philosophe sévère, docteur Finkelkraut, dont on va reparler dans un instant, qui semblait décréter du haut de lui-même, non seulement que antisionisme et antisémitisme étaient synonymes, mais que même les simples personnes non sionistes, donc juste celles qui n'en avaient rien à faire, étaient soupçonnables d'antisémitisme, puisqu'elles étaient appelées à dire « nous sommes tous des sionistes » sous peine d'être de pactiser avec l'antisémitisme. Donc, je lance cet appel à la distinction émanant de monsieur Jakubowicz, puisque ça a plus de poids que quand ça vient d'autres personnes, entre les quilles du consterné magistral. Enfin, est-ce que cette lecture rare et étrangement lucide du sens des mots et des concepts va nous préserver de ces amalgames insultants qui commencent vraiment à me taper sur les nerfs, dépeignant toute opposition à Israël comme les prémices d'un nazisme New Age? Ce n'est pas dit. Vous pouvez lire ça si vous voulez, c'est de BHL. Moi, personnellement, je vous mets le lien, je ne vais pas vous le relire. Faites-vous plaisir. En ce qui concerne la spéléologie, j'ai donné, ça va. Je vais espacer un petit peu les séances. Je me donne déjà suffisamment de mal pour ne pas vous parler de l'auto-allégorie de ce joli monsieur, je ne sais plus comment ça s'appelle, les errements de Tobrouk, le serpent de Tobrouk, le désherbant, enfin peu importe. Je ne vais pas vous relire du BHL, à chaque jour suffit sa peine. J'ai lu l'article, en gros, le titre résume assez bien. Donc, l'antisionisme conduit à Villeurbanne. Alors, résumons, Jakubowicz nous dit que sionisme et juif, sioniste et juif sont deux notions distinctes, mais antisémite et antisioniste, sous la plume que BHL sort de je ne sais où pour la glisser sur le papier, antisémite et antisioniste, c'est la même chose. Quel sens ça a? Si, de plus, je le répète encore plus vite, le sionisme signifie bien, si j'ai compris, le départ des juifs en Israël car juifs, l'antisionisme au sens propre, et non pas au sens que des sionistes ou des ultra-sionistes veulent donner, eh bien, l'antisionisme consiste mathématiquement à s'opposer au départ des mêmes personnes. Et comme on n'a pas encore trouvé de gens qui aiment être agressés, insultés, abattus dans les écoles ou voir leurs enfants abattus dans les écoles, la logique veut que l'antisionisme n'ait aucun intérêt stratégique au-delà des barrières morales qui empêchent de souhaiter ce genre de choses, donc aucun intérêt stratégique à effrayer les juifs diasporiques qui jusqu'à présent vivaient à côté de nous sans rien craindre de personne, je le dis et je le répète. Moi, on tire dans l'école à mon gosse, je ne sais pas où j'irai, je n'ai pas de pays où je peux aller ou qui m'accueille, je n'ai pas de racines qui me permettent de prétendre à une double nationalité ou à aller je ne sais où, eh bien, si on tue mon gosse dans une école, ou si on essaye, ou si on tire dans son école, je me barre. Je ne sais pas où, mais je me barre loin, très loin. Donc, quand on dit que l'antisionisme conduit à agresser les juifs, c'est réduire une opinion à ses effets quand elle est instrumentalisée par des gens malhonnêtes ou quand elle est mal interprétée peut-être par des gens idiots. Que des antisémites se planquent là-dedans, dans l'antisionisme, ça ne fait pas de doute. Que l'inverse soit vrai ne fait pas de doute non plus. Par exemple, des défenseurs de la laïcité maquillent souvent en posture républicaine des vomissements des plus islamophobes qu'on appelle des déclarations de l'UMP notamment. Je fais partie des gens qui distinguent une idée des méfaits commis en son nom par des manipulateurs ou des abrutis. Je ne jette pas la laïcité avec l'eau croupie du bain et ses miasmes UMPistes. La laïcité n'est pas islamophobe. Ce sont les travelots, les clowns travelots qui s'en rincent la bouche qui sont islamophobes. Ces individus lamentables existent, mais ils n'entachent pas la notion elle-même. Et l'atlantisme bouchoïde ou bouchisto-compatible a beau répéter « freedom, freedom » pour démolir le monde et pour piquer le pétrole des gens une fois qu'ils ont délayé le sang de la bouillasse hydrocarbure, eh bien ils ont beau dire « liberté, liberté » en criant cela, en faisant cela, ça ne change rien.
rien au fait que la liberté en tant que telle, débarrassée de ceux qui la tordent pour tuer avec, eh bien c'est préférable à l'esclavage pour toujours. Et j'aime donc la notion en détestant les proxénètes de cette dite notion. Par exemple, donc l'antisionisme peut difficilement à la fois souhaiter que ses concitoyens juifs restent en France, et il faut bien qu'ils se sentent en sécurité pour rester ici, afin qu'Israël n'ait pas un prétexte démographique de plus à une extension irréversible infinie. Et simultanément, l'antisionisme ne peut pas simultanément agresser les juifs en France et souhaiter qu'ils restent, à moins d'être schizophrène ou idiot, c'est l'un ou l'autre. Donc, ce qui, je l'ai dit, est toujours très envisageable, c'est que ce soit des antisémites qui aient fait le coup, si coup il y a. Et puis après, il y a des gens dont sa majesté philosophiste n'a rien à cirer. Nous, les antisionistes honnêtes, ceux qui réfutent l'idée que les juifs n'aient d'avenir qu'en Israël, parce que nous affirmons qu'ici, auprès de nous, ils sont en sécurité, eh bien, nous n'existons pas. Là, en France, il est clair que l'antisémitisme est combattu. C'est un euphémisme, au moins autant que la xénophobie annexe. C'est un euphémisme. Manuel Valls, à l'intérieur, devrait clore définitivement ce débat d'une France laxiste contre l'antisémitisme. C'est encore un euphémisme. Mais donc, tout un tas de gens nous parlent d'amalgame, entouillant pourtant dans la marmite de leur tête une mixture idéologique où ils jettent des nazis, des terroristes, des négationnistes ou révisionnistes qui forcément sont compris comme des gens qui incitent à la haine. Ils y rajoutent les protocoles des sages de Sion, même si tu n'en as jamais parlé, même si un tas de gens antisionistes ne parlent jamais de ce truc-là, ils portent le tout à ébullition et ils nous en servent de pleine louche écœurante à la télévision en nous disant « c'est pas ragoûtant ?» Eh ben c'est ça l'antisionisme. C'est ça que tu veux? Non mais t'as pas honte d'être antisioniste, hein? Bon, t'as pas honte que j'ai deviné ce que tu pensais vraiment alors que tu l'as jamais pensé? Donc voilà, dans cet amalgame-là, dans cette soupe, on dissout la voix des humains normaux qui, comme moi, ne souhaitent la mort de personne et qui, comme moi, ne veulent le bombardement d'aucun gosse sur Terre, mais qui ont par contre l'insolence de ne jamais faire d'exception à cette position. Eh bien, la voix qui est la nôtre est dissolue, tout comme la voix de celle des juifs antisionistes dans cette espèce de soupe fasciste fantasmée dans laquelle ils mettent tout, hein, jusqu'au conspirationnisme qui dit qu'il y a des reptiliens ou je ne sais quoi. Donc on mélange tout, même si on l'a jamais dit, il n'y a pas de souci. Et alors les rabbins antisionistes, on s'en contrefou, les juifs antisionistes, on s'en contrefou, les refusniks israéliens, on s'en contrefou. Alors je vous parle pas des rabbins de Naturei Karta, parce que peut-être que vous faites partie des gens qui ont été élevés à la laïcité, à se dire que ce qui est écrit dans un texte religieux peut tout à fait être contredit par ce qui est écrit dans un autre, et qu'à ce titre, aucun texte religieux ne peut être tenu pour un acte de propriété en bonne et due forme. Je suis désolé si ça dérange les gens, mais la laïcité m'a habitué à cette posture. Donc, au même titre que quand les turiféraires d'Israël citent la présence dans la Torah ou dans le Talmud de la volonté de Dieu que Israël soit peuplé par des Juifs et appelé Israël, eh bien au même titre que je dis, moi, depuis la France, en tant que Français, non juif, non chrétien, non musulman et élevé à la laïcité, eh bien ça ne vaut pas vérité indiscutable. Eh bien au même titre, je peux comprendre que le fait que les rabbins de Naturei Karta se basent aussi sur la Torah pour vous expliquer que Israël n'a pas à être appelé Israël et n'a pas à être surtout peuplé par des juifs qui, selon Dieu, seraient voués à être diasporiques, eh bien, je comprends que pour vous, ça pèse pas beaucoup et que ça vous semble pas valable et définitif en termes d'argument. Bon, après, il faut se poser la question, pourquoi l'argument inverse disant que la Torah justifie l'existence d'Israël, là, vous convient? Peut-être qu'aucun des deux vous convient. Donc, dans ces cas-là, je vous propose de vous pencher sur monsieur Norman Finkelstein, qui se trouve être israélien et juif, si j'ai bien compris, et interdit de territoire, donc israélien, si j'ai bien compris. Donc cet homme-là, il ne nie pas l'existence des chambres à gaz, il est bien placé pour en parler et pour penser que ça existait, puisqu'il y a perdu toute sa famille, absolument toute, comme il l'expliquait énergiquement à des étudiants qui venaient pleurer parce qu'il comparait Israël à des nazis et qu'il reprochait à Israël d'utiliser la Shoah pour supplicier les Palestiniens au-delà de ce qui est humainement acceptable.